On va faire, ça tombe bien parce qu'on va faire quelque chose qui est beaucoup plus pratique en termes de gestion des malades, beaucoup moins théorique et effectivement c'est plus facile pour moi par rapport au gros travail qu'a fait le docteur Frasconi pour vous présenter ce que c'était que la maladie lithiasique de la vésicule biliaire et ses complications. Donc effectivement, c'est très fréquent. La pathologie va finir par toucher près de 2 à 4% de la population, en tout cas en France. C'est en croissance avec le temps au sein de notre population, avec l'âge des patients. Effectivement, la prévalence à l'âge de 20 ans, elle est beaucoup plus basse qu'à l'âge de 80 ans, où 60% de la population de plus de 80 ans a une lithiase vésiculaire. Elle n'est pas forcément symptomatique puisqu'on va retrouver des signes cliniques ou des complications dans seulement 20% des cas. Un patient sur 5 sera concerné. Pour vous donner un ordre d'idée, on opère beaucoup plus de vésicules biliaires en France par an, à peu près 110 000, que d'appendicectomies. 80 000 par an, c'était des chiffres d'il y a quelques années. Alors, oui, on les opère, pas toujours, puisqu'effectivement, il y en a 4 sur 5 qui sont des lithiases vésiculaires totalement asymptomatiques et qu'il faut respecter. Respecter, c'est-à-dire on les surveille, pas forcément de façon échographique, on attend qu'il y ait des signes cliniques. Les signes cliniques qui vous ont été présentés, effectivement, la colique hépatique ou toute autre complication, celles-ci, on va être amené à les opérer avec une gestion qui est plus ou moins dans l'urgence selon justement la présentation clinique. Les complications infectieuses, les complications à type de migration lithiasique, et puis il y a quelques lithiases asymptomatiques effectivement, donc qui ont été découvertes de façon fortuite mais qu'on va être amené à opérer, soit les lithiases de plus de 3 cm de diamètre, soit effectivement qu'on tombe rarement maintenant de nos jours sur des vésicules porcelaine, c'est-à-dire complètement prise par la lithiase vésiculaire. Juste un petit aparté, il y a beaucoup de patients qui arrivent en consultation avec des douleurs épigastriques, parfois étiquetées à juste titre comme étant des véritables gastrites, et parfois traitées pendant 1, 2, 3 ans avec des traitements antiacides et qui ne cèdent pas malgré les inhibiteurs de la pompe à protons. C'est assez fréquent de retrouver une lithiase vésiculaire et parfois chez ces patients-là qui ont de véritables coliques hépatiques chroniques qui ont été étiquetées gastrite parce que parfois le stress crée une petite forme de gastrite évidemment sans retrouver d'Helicobacter pylori, on parvient à les soulager avec la cholécystectomie, en tout cas le traitement de la lithiase vésiculaire. C'est surtout que ça ne coûte pas grand-chose parfois chez des patients qui se plaignent de douleurs épigastriques de demander une échographie. Dans le même sens, les patients qui ont une lithiase vésiculaire découvertes presque de façon fortuite ou qui présentent des épigastralgies, ne pas tout mettre sur le compte de la lithiase vésiculaire et parfois il s'agit d'une authentique gastrite à dépister et à traiter. La prise en charge de la cholécystite aiguë, elle, doit-elle se faire à chaud ou à froid? On a répondu à moitié à la question, effectivement, à moitié seulement parce que ça va se décider pratiquement au cas par cas en fonction des patients. Un patient jeune qui arrive dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans les 5 jours, 7 jours au maximum qui suivent le début des symptômes, on va pouvoir effectivement opérer en même temps que c'est déclaré la maladie lithiasique et lui proposer une cholécystectomie. De toute façon, elle sera associée à une antibiothérapie préopératoire selon le délai que l'on a pour arriver à la chirurgie. Il va falloir le gérer au cas par cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des patients qui sont âgés, il y a des patients qui sont sous anticoagulants, il y a des patients qui ont des maladies qui sont très graves et donc on va devoir savoir parfois retarder le geste de la cholécystectomie, soit avec une simple antibiothérapie, soit parfois avec un drainage. En d'autres termes, on va traiter l'infection et on va laisser la vésicule en place. On va traiter l'infection en vidant la cavité qui fait office d'abcès, donc la cavité laissée dans la vésicule biliaire.
de façon radiologique, percutanée ou alors de façon chirurgicale. On laissera le drain plusieurs semaines en place et on retournera opérer à froid. Ce sont des patients qui sont très difficiles à opérer parce qu'il y a énormément de fibrose dans le lit vésiculaire à ce moment-là et on a effectivement une chirurgie qui est à risque de complications. La cholécystectomie classique, j'ai envie de dire, elle est très simple. Alors si elle est au moment d'une infection, elle va se dérouler avec 1 à 2 nuits post-opératoires de surveillance. S'il s'agit d'une lithiase symptomatique, ça va se passer en chirurgie ambulatoire et de plus en plus on fait des cholécystectomies en chirurgie ambulatoire. Ça se fait forcément sous anesthésie générale. Les patients parfois vous posent la question: est-ce que je serai endormi? Oui, bien sûr, vous serez endormi complètement avec un relâchement complet. Si on peut utiliser les curares, c'est beaucoup mieux, on a de la place pour opérer. Il n'y a pas de préparation particulière. Les patients ont seulement besoin d'être à jeun. Ils ont besoin d'être à jeun 6 heures pour finalement l'anesthésie générale, pas pour le geste chirurgical en soi. Et de plus en plus, on autorise ce qu'on appelle les eaux claires quelques heures avant la chirurgie. Tout ça, ça fait partie des protocoles de réhabilitation accélérée après la chirurgie, de façon à ce que les patients aillent plus vite, mieux. Et le fait de boire quelques heures avant l'intervention chirurgicale, voire même d'aller à pied au bloc opératoire, accélère la récupération. Et on a des patients qui, le soir même, sont aussi bien que s'ils n'avaient pas été opérés pratiquement. Évidemment, on arrêtera tout ce qui est anticoagulant, antiagrégant plaquettaire dans la mesure du possible. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, effectivement, dans 9 fois sur 10, on parvient à faire ça sous cœlioscopie. On part la plupart du temps avec l'intention de le faire sous cœlioscopie. On a 4 trocars qui sont en place. On a essayé de faire ça avec 2 trocars, 1 trocar, 3 trocars. On s'est rendu compte qu'on augmentait finalement le risque de plaie des voies biliaires. Aujourd'hui, le consensus est que tout le monde est retourné à 4 trocars, 3 trocars qui sont de 5 mm de diamètre. Ce sont des petits trocars qui laissent pratiquement pas de cicatrices et qui sont pratiquement pas responsables de douleur ni d'éventration, et un trocar plus important. Pourquoi? D'abord parce que la technique l'exige, et puis à un moment il faut bien sortir aussi la pièce opératoire, et ça nécessite de faire une ouverture de 1, 2, parfois 3 cm si vous avez une lithiase de 3 cm de diamètre justement. La durée de l'opération, c'est entre l'incision et la fermeture, entre 30 et 40 minutes. Si on fait le geste complet, ça peut être beaucoup plus rapide. Parfois, ça peut être très très long, surtout quand on opère après une cholécystite qui a été compliquée, qu'on a laissé refroidir et qui est pleine d'adhérence. Le patient, lui, est endormi beaucoup plus longtemps. Il est endormi entre 1 heure et 1h10 selon les produits utilisés, selon la préparation du patient. Ça se fait effectivement par cœlioscopie quand on peut. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde essaie de faire une cholangiographie péropératoire de façon systématique. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation qui pourrait tendre à l'obligation. Elle n'est pas toujours possible, cette cholangiographie. C'est une chirurgie qui ne nécessite pas de drainage. En conséquence, on se retrouve assez facilement avec un patient qui a 4 pansements et c'est fini. Pourquoi on fait la cholangiographie? D'abord parce qu'on peut retrouver des lithiases de façon fortuite dans la voie biliaire principale. Évidemment, les lithiases de la voie biliaire principale, quand elles sont présentes avant la chirurgie ou quand elles sont symptomatiques, elles ont été dépistées avant. Ça peut changer la prise en charge chirurgicale. Il y a des équipes qui vont faire la chirurgie quand même et tenter l'extraction de la lithiase dans la voie biliaire principale dans le même temps opératoire. Il y a d'autres équipes, comme notre équipe, qui a tendance plutôt à aller traiter d'abord par sphinctérotomie et extraction de la lithiase le problème de l'enclavement cholédentien, et puis après proposer la cholécystectomie. Ces lithiases découvertes de façon totalement fortuite, c'est à peu près 5% des cholécystectomies, et elles peuvent s'extraire en passant par le canal cystique, éventuellement par le canal cholédoque avec ce qu'on appelle une cholédocotomie, une petite ouverture puis fermeture. Ça nécessite un certain entraînement et comme on l'a si bien rappelé, notamment le docteur Frasconi il n'y a pas 10 minutes, faisons ce que l'on sait faire. Il ne faut pas non plus chercher à faire l'extraction d'une lithiase totalement asymptomatique, découverte de façon fortuite,
au bout du cholédoque quand on a une équipe qui, en moins de 24 heures, peut prendre la suite et aller la chercher par voie endoscopique. L'autre intérêt de faire la cholangiographie péropératoire, c'est de vérifier que ce que l'on va trouver en faisant sa cholangiographie correspond à l'anatomie des voies biliaires que l'on s'attend à trouver. Et c'est là qu'on va pouvoir dépister une anatomie qui n'est pas modale, c'est-à-dire avec un glissement d'un des canaux hépatiques, avec une anatomie particulière qui peut amener à sectionner le mauvais canal ou à exclure une partie du foie de son drainage biliaire, avec pour conséquence une cirrhose biliaire. C'est ce qui a prévalu aujourd'hui, le fait que l'on doit faire, dès que c'est possible, dès que c'est facile, une cholangiographie péropératoire, plus pour ces raisons d'anatomie que pour la présence hypothétique d'une lithiase de la voie biliaire principale. Et quand on a fini l'intervention, on se retrouve la plupart du temps avec ces 4 trocars. Peu de douleur, pourquoi? Parce que seulement un trocar est responsable de la douleur. C'est celui qu'on a ouvert et fermé, c'est le plus grand. Il ne faut pas le laisser ouvert en fermant seulement la peau parce qu'on risquerait une éventration post-opératoire. Globalement, aujourd'hui, le patient vient le matin, il est opéré, il repart le soir, il mange ce qu'il veut, il a un arrêt de travail de 7 à 14 jours selon son activité professionnelle. Il pourra reprendre une vie strictement normale dans les 3 à 4 jours post-opératoires. Il aura mal, non pas au niveau du site opératoire, mais du trocar ombilical. Et une visite de contrôle, dans pratiquement la plupart des cas, suffit pour s'assurer l'absence de complications post-opératoires. 1 mois et demi après l'intervention, le patient a finalement 3 de ces 4 cicatrices qui ont complètement disparu, d'où l'intérêt effectivement aujourd'hui d'opérer en toute sécurité, de mettre 4 trocars plutôt qu'1, puisque vous voyez bien que les 3 petits trocars de 5 mm ne se voient qu'en cherchant là où ils sont censés être. Alors du coup c'est une opération qui risque d'être banalisée par l'entourage, avec une prévalence dans cette population des patients opérés de cholécystectomie. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a été opéré et tout le monde vous dira c'est rien du tout, tu vas voir. Voilà, donc c'est rien du tout, tu vas voir, c'est ce qu'on souhaite à tous nos patients. Effectivement, 9 fois sur 10, c'est quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. Voilà, on choisit pratiquement le jour de son intervention. Je parle évidemment de la cholécystectomie réglée pour une lithiase symptomatique, pas pour la prise en charge en urgence. Néanmoins, on a des complications à type d'hématome profond, des complications au niveau des cicatrices, des infections. On peut avoir exceptionnellement des plaies de la voie biliaire. Je dis exceptionnellement parce qu'effectivement, il s'agit de 0,4 à 0,7% des interventions, 4 pour 1000. Mais si vous multipliez ça par le nombre de patients opérés chaque année de cholécystectomie, ça nous fait entre 400 et 700 patients par an qui ont des plaies des voies biliaires. Et puis, effectivement, prévenir les patients que, bien qu'on les opère par célioscopie au départ, il y a un risque de laparoconversion qui est différent selon, effectivement, ce que l'on va trouver en opérant, selon les adhérents, selon les antécédents chirurgicaux. Une fois que l'on a opéré le patient, qu'est-ce qu'on va lui dire? Beaucoup de patients vont venir en nous disant « moi on m'a dit que ma voisine elle a eu la cholécystectomie et elle a d'importantes diarrhées ». Il n'y a pas de diarrhée post-opératoire, en tout cas il y a une perturbation du transit intestinal dans les jours, rarement dans les semaines qui suivent l'intervention. Le produit de contraste que l'on utilise pour faire la cholangiographie péropératoire y est pour beaucoup. Ça dépend de la qualité de l'alimentation et du changement qu'a permis la réalisation de l'intervention. Des patients qui étaient très gênés au niveau alimentaire, notamment à l'absorption des matières grasses, peuvent à nouveau manger plus librement des matières grasses. Ça modifie le comportement notamment du tube digestif. Donc il n'y a pas de régime restrictif après l'intervention chirurgicale. Il n'y a pas de dégoût des œufs, comme on entend parfois. La plupart des patients retrouvent
un confort alimentaire strictement normal. Si on se retrouve avec des troubles du transit après, c'est qu'il y a quelque chose en fait, c'est qu'il y a une autre pathologie à rechercher. Enfin, malgré l'intervention chirurgicale, on peut se retrouver, et ceci en rapport avec la cholécystectomie, avec des douleurs post-opératoires très tardives, c'est-à-dire 1, 2, parfois 7 ans après la cholécystectomie. Ces douleurs sont en rapport soit avec un syndrome de Miretti, c'est-à-dire une petite lithiase résiduelle qui se trouve au niveau du moignon cystique et qui fait une petite compression, soit par des odinopathies, c'est-à-dire un dysfonctionnement au niveau du sphincter d'Oddi, la partie terminale du cholédoque, qui a tendance à ne plus s'ouvrir de façon spontanée. Il n'y a plus de zone de stockage de la bile. Le foie produit la bile en continu, avec ou sans vésicule biliaire. Il n'y a plus de sécrétion séquentielle liée à la vidange de la vésicule biliaire et le remplissage en période de jeûne. Et donc, le cholédoque doit se vider régulièrement. Tout ça, ça se prend en charge. Il faut seulement y penser. Il faut réorienter vers le chirurgien, réorienter vers le gastro-entérologue. Ce ne sera pas une prise en charge chirurgicale. Souvent, c'est une prise en charge endoscopique et nécessitant parfois des sphinctérotomies. Syndrome Miretti, odinopathie, ce sont des complications rares, très rares, et la plupart du temps, on n'inquiète pas nos patients avec ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.